Ces intervenants aujourd'hui seront Monsieur Baptiste Périssin-Faber, délégué général par intérim de l'ADEME, qui est présent avec nous. Vous pouvez l'applaudir également. Monsieur qui se prépare présentement. Monsieur Frédéric Léveillé, qui est avec nous également, maire d'Argentan dans l'Orne, en Normandie, et président d'Argentan Intercom, qui monte sur scène présentement. Bonjour. Et Madame Valérie Filicotto, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui est la dernière à les rejoindre sur scène. On va donc enchaîner sans plus attendre. Monsieur le maire, la parole est à vous jusqu'à environ pour une trentaine de minutes. On prendra des questions effectivement à la fin du public également, donc soyez attentifs et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci de participer et d'assister à cette table ronde. Donc, je suis Sébastien Merle, le délégué général de l'association France Ville Durable, l'association des parties prenantes professionnelles, publiques et privées de la ville durable, qui réunit l'État, plusieurs ministères, un grand nombre de ses agences et opérateurs, des collectivités locales et certaines de leurs fédérations comme Intercommunalité de France, des entreprises de toute taille et tout secteur d'activité, et des experts urbains et territoriaux. Le but de l'association, c'est de repérer et de rediffuser le plus largement possible des outils, des méthodes, des exemples de politiques publiques ou de réalisations qui permettent d'accélérer les démarches de transformation écologique des territoires. L'accélération est importante et en même temps, avec les mêmes actions, les mêmes budgets, dans une vision systémique, ça a été abordé dans la table ronde précédente, de faire monter les territoires en résilience. Alors, cette association a rédigé il y a 2 ans un manifeste pour essayer de repréciser ce qu'on entendait par ville durable. Parce que vous savez que c'est un vocable un petit peu large, qui est devenu très large, le mot durable étant employé pas toujours à bon escient. Et l'association a dessiné 4 objectifs principaux pour la ville et les territoires durables. Le tout premier, il y a 2 ans, qui avait été mis en avant, c'était celui de la sobriété. Avant que ce ne soit à la mode, avant que ce soit un sujet au centre de l'actualité, mais la sobriété tous azimuts, c'est-à-dire pas uniquement la sobriété énergétique. La sobriété en matériaux, la sobriété en technicité, pour faire le lien avec la table ronde précédente, la sobriété également en finances publiques, c'est compatible. Et ce concept de la sobriété qui nous explose un petit peu à la figure aujourd'hui, nous avions tendance à le présenter de cette manière il y a 2 ans. Dès lors qu'on prend conscience de la finitude des ressources, la sobriété est notre horizon quoi qu'il arrive. Soit nous la planifions et nous l'accompagnons, soit nous la subissons dans quelques années. Alors dans le domaine énergétique, là, on est en plein en train de subir. Essayons de ne pas faire la même chose sur les autres domaines de la sobriété. Et aujourd'hui, on a choisi d'angler la discussion sur la contribution de la sobriété à la résilience des territoires. La résilience était le 2e levier qui avait été mis en avant dans notre manifeste, c'est-à-dire une vision plus holistique des enjeux, qu'on arrête de voir un par un, chacun de leur côté, mais ensemble, dans leurs interdépendances et leurs articulations, et des réponses plus systémiques. Alors ça fait 2 grands mots, mais en même temps c'est extrêmement important de les faire rentrer dans le vocabulaire de l'action dans ces domaines de transformation écologique, parce que ça vient heurter finalement nos fonctionnements cartésiens. Le discours de la méthode, quand on a un gros problème, on le découpe en plein de petits problèmes spécifiques et on met un expert de chaque problème qui vont régler chacun des problèmes et on pense qu'on a réglé le problème global. Ça ne marche pas dès lors qu'on raisonne limite planétaire. Et c'est bien le cadre logique de l'association aujourd'hui, les 9 limites planétaires d'habitabilité de la planète pour Homo sapiens. Plus, je dirais, que les ODD, on pourra y revenir dans le débat si vous le souhaitez. Alors, pour aujourd'hui discuter de cette contribution ou de la façon dont la sobriété aujourd'hui est mise en œuvre par les acteurs publics, les acteurs privés, les collectivités locales,
nous avons donc 3 invités qui ont tous et toutes beaucoup de choses à dire sur le sujet parce que leurs organisations sont positionnées sur ces sujets depuis bien longtemps, également avant que ça ne devienne le sujet d'actualité centrale. Donc nous entendrons Valérie Flicoteau, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui, comme vous le savez, a pris des positions importantes sur le rôle des architectes aujourd'hui dans ces démarches de transformation. Alors Frédéric Léveillé, que finalement on va bientôt plus présenter parce qu'il a énormément été médiatisé au cours des dernières semaines, le président de la communauté de communes d'Argentan, qui fait tous les médias en ce moment parce qu'il n'y a finalement pas tant d'exemples que ça de collectivités et de territoires qui ont choisi la sobriété comme objectif de stratégie de territoire. Et ça fait déjà des années à Argentan, il y a déjà des résultats, il nous en parlera. Et donc aujourd'hui, ça résonne particulièrement dans l'actualité. Et Baptiste Périssin-Faber, qui est donc directeur général délégué par intérim de l'ADEME, et qui est aussi directeur des programmes et de l'expertise, je crois, de l'ADEME, également le secrétaire de l'association France Ville Durable, reviendra aussi sur ce que l'Agence pour la transition écologique nationale a mené comme travaux sur la sobriété depuis des années là aussi, avec des outils très concrets pour les territoires, pour les entreprises. J'ai envie de commencer par Frédéric Léveillé. Donc, vous avez choisi, il y a plusieurs années déjà, la sobriété comme leitmotiv de votre stratégie de territoire, de votre PLU, c'est-à-dire qu'on est aussi, on parle de sobriété dans les documents de planification et de programmation urbaine, déjà depuis des années. Vous êtes en train de revoir votre PLUIH aujourd'hui, mais on a vu récemment qu'il y avait déjà énormément d'atouts. Racontez-nous un peu ce parcours de la sobriété à Argentan, comment il résonne aujourd'hui, et peut-être votre vision sur la façon dont il contribue, dont cette approche contribue à la résilience du territoire. Bonjour à tous. Alors d'abord peut-être je vais commencer par un espace un peu plus grand, puisque finalement la logique de la sobriété, y compris de la sobriété foncière, on en parle beaucoup aujourd'hui avec le zéro artificialisation nette, elle a déjà été travaillée pour nous dans le cadre du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, puisqu'on avait déjà pris de l'avance, puisque à l'époque, en 2017, on avait identifié le fait qu'on allait aller vers moins 60% d'utilisation de terre, ce qui va déjà au-delà de ce qui est aujourd'hui proposé. Donc ça, c'est l'échelle du SCOT. Sur l'échelle de l'intercommunalité, on a eu une vision et une volonté de porter la sobriété sur différents domaines. Je vais en prendre quelques exemples. Premier domaine, c'est évidemment la sobriété énergétique, avec tout ce qui a été travaillé, en particulier sur l'éclairage public déjà depuis un certain nombre d'années. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais nous, on a déjà lancé il y a un certain nombre d'années, c'était en 2016, le fait de pouvoir diminuer l'éclairage public sur la nuit. Et pour vous donner un ordre d'idée, parce que je pense qu'il faut être dans le sonnant et trébuchant, parce que c'est un peu illustratif, la première année, on a économisé 106 000 euros. Voilà, c'est ce qui a été là aussi une marque importante pour expliquer aux citoyens ce qu'on faisait. Et évidemment, ce qu'on a économisé, on l'a aussi réinvesti dans de l'éclairage LED, etc., etc. Ce qui aujourd'hui paraît presque une normalité, ne l'était pas forcément à l'époque. Deuxième orientation de stratégie de sobriété, c'est la sobriété foncière. Mais la sobriété foncière, je dirais, par rapport à nos bâtiments. C'est-à-dire qu'on a souhaité regrouper, par exemple, 2 écoles qui n'étaient pas forcément l'une et l'autre totalement remplies. Eh bien, on les a regroupées l'une et l'autre. Et évidemment, vous en doutez, on a gagné en termes de sobriété là aussi, puisqu'on a fait un certain nombre d'économies significatives par rapport à toutes les dépenses afférentes au bâtiment en question. Le troisième volet, peut-être, de cette stratégie, il est plus sur la volonté qui est portée sur la ville, c'est tout ce qu'on fait en termes d'économie circulaire. Et je vais donner un exemple là aussi très concret et très récent, puisqu'on est en rénovation de notre mairie qui est un bâtiment de la reconstruction et qui a un peu souffert. Et aujourd'hui, on a par exemple réutilisé l'ensemble des ardoises qui ont été
démontées parce qu'elles étaient mortes, hein, il fallait les remplacer, pour les recycler et assurer le fait que ça puisse servir dans nos espaces verts. D'ailleurs, les espaces verts de la ville, mais on l'a mis aussi à disposition des territoires, du territoire de l'intercommunalité sur toutes les villes. Bref, on a essayé je donne des 3 exemples un peu rapides, mais de donner une vision de la sobriété qui soit une vision transversale, avec une stratégie qui continue à évoluer et à se développer, avec, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, un certain nombre de perspectives sur d'autres sujets, y compris en matière énergétique. Alors dans le domaine énergétique, justement, encore une question. Donc Argentan est membre aussi de France Ville Durable. France Ville Durable conduit des ateliers avec les collectivités. On en a fait un ensemble il y a 15 jours. Vous avez aussi beaucoup investi au cours des années passées sur les énergies renouvelables. Et un expert énergéticien disait lors de cet atelier, quand on regarde la population, la dynamique d'évolution de population, les consommations énergétiques du territoire, aujourd'hui, la communauté de communes d'Argentan est engagée dans une trajectoire qui pourrait tout à fait, assez rapidement, transformer le territoire en un territoire à énergie positive, c'est-à-dire potentiellement un territoire qui pourrait partager son énergie avec les autres territoires autour. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que dans une logique de résilience, cette question de coopération est absolument centrale. Dans la résilience, il y a vraiment cette idée de passer d'une logique de compétition à une logique de coopération, notamment entre territoires. Et on trouvait cet exemple. Vous pouvez nous parler un petit peu aussi de ce que vous avez fait dans le domaine énergétique? Alors en 2020, en septembre 2020, la communauté de communes a voté à l'unanimité d'ailleurs le principe même d'un mix énergétique. Et le mix énergétique chez nous, il est assez multiple, hein, puisqu'on a un réseau de chaleur sur une chaufferie au bois à 7,5 MW. On a de la méthanisation, on a du solaire photovoltaïque et on a de l'éolien. On a aussi un peu de stratégie, alors évidemment à chaque fois j'oublie le nom, mais ça va revenir, pour là aussi utiliser un centre d'enfouissement technique sur lequel on récupère le gaz. Non, c'est pas la géothermie, mais ça va me revenir. Voilà. Bref, on a multiplié les entrées et les stratégies de production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on est la première intercommunalité de Normandie en transition énergétique puisqu'on produit 25% d'énergie renouvelable sur notre territoire. Et on a une stratégie de développement qui va continuer. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à une échelle de... on produit déjà, grâce à la méthanisation, plus de gaz que nous en consommons. Donc le premier rebours de Normandie, il est à Argentan, et il permet de pouvoir faire repartir le gaz que nous avons j'allais dire en trop par rapport à notre utilisation sur d'autres territoires. On sera demain à une capacité de 100% de gaz, de biogaz utilisé sur le territoire. J'invite d'ailleurs à réfléchir, je le dis parce que c'est un vrai sujet, il faut parler et parler vite de la décorrélation des prix entre le biogaz produit localement et le gaz fossile qu'on achète en Russie et ailleurs. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet qui, y compris d'ailleurs, gagnerait en termes de capacité à pouvoir intégrer la méthanisation sur les territoires, parce que l'acceptabilité sociale, dans ces cas-là, tout le monde comprend ce que ça veut dire, parce que financièrement, on s'y retrouve. Et comme on a du biogaz, on a aussi équipé nos bus. Les bus de la ville sont des bus qui sont au GNV, au gaz naturel véhicule. Et puis, là aussi, on a une volonté de pouvoir continuer à augmenter cette production d'énergie renouvelable. On a quelques éoliennes supplémentaires, mais quand on fait la ligne stratégique de notre plan climat air énergie territorial, une dizaine d'éoliennes supplémentaires et on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, dans l'Orne, aujourd'hui, il y a 22 éoliennes, ce qui est quand même assez peu. Nous, sur notre intercommunauté, on en a 16. On en a 16 sur 22. Voilà. Donc, on en rajoute une petite dizaine et on a terminé en matière éolien ce sur quoi on doit arriver en termes de production pour répondre à nos besoins. Et même chose sur le photovoltaïque, puisque on est en train de travailler à des projets assez conséquents, double entrée de l'agri-photovoltaïque, puisqu'on est un terre agricole et qu'il y a des vrais enjeux, des vraies stratégies qui peuvent se développer, et on le fait avec des entreprises. Et puis aussi de l'autoconsommation collective partagée, y compris avec des entreprises. Et puis enfin, dernier point, on a la chance d'avoir des entreprises qui dégagent de la chaleur fatale. Et il faut pouvoir réutiliser cette chaleur fatale. Et on a un projet
d'ailleurs soutenu par l'ADEME puisque c'est un projet cooptère, et qui a vocation à récupérer cette chaleur fatale à la fois pour irriguer, j'espère demain, à la fois un méthaniseur et un hygiéniseur éventuellement, et puis une serre, là aussi pour développer de la production locale qui finira dans notre restauration collective, et en même temps récupérer de la chaleur fatale d'un pyrolyseur pour le rentrer dans le réseau, ce qui nous évitera de consommer du gaz. Bref, on est dans une économie circulaire énergétique, et c'est aussi là une stratégie qu'on veut porter et développer sur le territoire. Baptiste, Frédéric Léveillé a évoqué à plusieurs reprises une logique de développement compatible avec la sobriété. Je crois que vous vouliez revenir un petit peu sur cette question, c'est-à-dire que la sobriété ne veut pas dire retour en arrière, ne veut pas dire renoncement, ne veut pas dire récession, mais au contraire offre de nouveaux potentiels d'activités, certainement différentes de celles qu'on pouvait avoir avant, mais en tout cas d'activités économiques. Oui, tout à fait. Je crois que la sobriété, fondamentalement, hein, c'est une réflexion sur les besoins. C'est ce que je disais tout à l'heure avant de rentrer. Là, on est un peu épicurien à l'ADEME. C'est pour ça que depuis 30 ans, on parle de sobriété, hein, puisque chez Épicure, en fait, la question, c'est vraiment de se questionner sur les besoins. Et c'est comme ça qu'on est heureux, une fois qu'on connaît bien ces besoins. Et donc la sobriété, ça n'a rien à voir avec le débat entre croissance et décroissance. Hein, puisque quand on veut engager un territoire dans une trajectoire de sobriété, et je crois que l'exemple de l'Argentan le montre bien, en fait, c'est de l'hyperactivité. Il y a plein de choses à faire. Et donc, fondamentalement, il faut partir de c'est quoi nos besoins, c'est quoi les besoins du projet de territoire, et ensuite, on va construire les activités de la sobriété. Et à la fin, la sobriété, fondamentalement, c'est un amortisseur de crise. C'est ce qui va nous protéger des fluctuations des prix de l'énergie, des énergies fossiles qui ne dépendent pas de nous. Et donc, c'est valoriser au mieux les atouts du territoire. Et donc, nous, à l'ADEME, on a deux grands angles pour aborder le sujet, à la fois l'angle prospectif, qui est un peu plus théorique, mais ça aussi c'est un slogan qu'on a chez nous, c'est voir loin dans l'urgence. Hein, donc c'est parce qu'on est dans une situation d'urgence qu'on a besoin de la prospective pour se projeter et donc planifier nos trajectoires de sobriété. Et puis un angle beaucoup plus pratique où on va développer des outils pour accompagner les collectivités, accompagner les entreprises dans leur trajectoire de sobriété. Alors sur la prospective, on a publié l'hiver dernier donc un important travail de scénario de neutralité carbone. Donc on a 4 scénarios en fait, qui vont être des combinaisons entre le levier de la sobriété et puis le levier du pari technologique. Et fondamentalement, pour les collectivités, il y a 2 grands scénarios qui se dessinent. Un scénario où on engage vraiment le territoire dans une trajectoire de sobriété, donc sobriété foncière, comme vous l'aviez dit, sobriété énergétique et sobriété sur les ressources. Hein, l'économie circulaire est au cœur en fait, des enjeux de sobriété. Et ce scénario permet d'atteindre la neutralité en 2050. Et puis un autre scénario, où là, qui est beaucoup plus, on va dire, haussmannien, où on va faire table rase de l'existant et puis on reconstruit avec les meilleures technologies, la domotique, l'optimisation de tous les systèmes. Donc, après, il ne nous appartient pas, nous, de choisir entre tel ou tel scénario. On voit que ces 2 chemins peuvent conduire à la neutralité carbone. Et ensuite, on a fait un travail d'évaluation macroéconomique de ce scénario, pour justement qu'on sorte de ce débat un peu mortifère entre croissance et décroissance. Et la bonne nouvelle, c'est que dans tous les scénarios, même les scénarios les plus sobres, en réalité, on a un développement économique. Il y a plus d'emplois, et même si on regarde juste le PIB est plus grand à la fin dans tous les scénarios par rapport à un scénario tendanciel. Et cela, ça s'explique parce qu'on est moins dépendant donc, des énergies fossiles importées, donc la balance commerciale s'améliore. Ces ressources peuvent être utilisées pour investir dans l'efficacité énergétique, dans toutes les activités de la sobriété, et ça crée de l'activité et de l'emploi. Et puis enfin, je conclurai là-dessus, sur les outils plus d'accompagnement. Donc là, on a plein de choses à disposition, on a des grands fonds d'intervention, mais aussi on a des outils qui vont aider les collectivités à justement faire cette planification de leur stratégie de sobriété, des outils qui permettent de décliner les trajectoires bas carbone du niveau national au niveau de la région, et là on est en train de le décliner au niveau des EPCI. On a des outils de contractualisation
aussi, où on va financer des chargés de mission dans les collectivités en contrepartie d'objectifs en matière d'ENR et en matière d'économie circulaire. On a un label qui est territoire engagé transition écologique, qui permet aussi de valoriser les bonnes pratiques et puis d'accompagner les territoires dans une trajectoire de progrès. Et puis on a fait évidemment plein d'expérimentations, que ce soit sur la sobriété foncière, sur l'économie circulaire, sur les quartiers bas carbone, etc. Et aujourd'hui on voit bien, on sait ce qui marche pas, et l'enjeu c'est de passer à l'échelle. Et il faudrait que donc des collectivités comme Argentan fassent beaucoup d'émules. Alors, j'ai encore une question pour rebondir sur ce que vous avez dit. Finalement, vous évoquez dans ce débat sur la croissance et non-croissance la sobriété comme un moyen d'arriver à ce fameux découplage dont on parle beaucoup, ce découplage entre les points de PIB et les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, le fait de développer des activités sobres, des énergies renouvelables, etc., est un levier d'arriver à sortir de cette spirale un peu infernale quand même de la croissance infinie, qui n'est pas toujours compatible avec les limites planétaires, justement parce qu'on arrive à se passer des énergies fossiles, tout en créant de l'activité. Oui, et là encore, c'est que la métrique qu'on veut faire grossir, ce n'est plus le PIB, c'est vraiment l'interrogation première sur les besoins. Et c'est là où, oui, il y a une sorte d'hyperactivité pour répondre à ces besoins. Et c'est sûr que c'était très facile, les énergies fossiles, ça évitait pas mal de travail. Mais là, on voit bien que pour s'en passer, on a besoin de plus d'activité sur les territoires. 200 esclaves par personne, c'était un chiffre qui sort parfois. Ce travail sur les besoins, Valérie, les besoins en construction neuve. Où en est-on des besoins en construction neuve, en logement, en équipement public, en artificialisation supplémentaire? Je crois que le Conseil national de l'ordre des architectes, qui est également membre de notre association, a beaucoup travaillé sur ce sujet, a publié un manifeste, des textes. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puisqu'on sent quand même une évolution forte du métier d'architecte finalement? Oui, tout à fait. Oui, ça marche, voilà. Tout à fait. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Je vais vous parler effectivement de tout ce que le Conseil de l'Ordre propose, mais avant ça, et je trouve ça intéressant l'introduction qui a été faite, j'aimerais un peu qu'on revienne sur cette question de la sobriété et en fait de quelle sobriété on parle. Parce que finalement, effectivement, si on a besoin d'une sobriété des ressources, on a aussi besoin à côté d'une intensification des usages. Et on a besoin justement de se réinterroger entre d'un côté les ressources et de l'autre côté les usages. Et nous, alors, dans les scénarios de l'ADEME qu'on a regardés avec beaucoup d'attention, on se positionne plutôt sur le scénario low-tech, sur le scénario de réinterroger justement l'ensemble des usages, réinterroger le partage de l'utilisation tant des sols que des ressources pour finalement fabriquer cette croissance dont vous parlez très bien, qui par ailleurs, moi je rajouterais, et c'est pour ça qu'elle nous intéresse aussi, cette croissance, c'est qu'elle est complètement locale. C'est-à-dire que pour fabriquer cette croissance de la sobriété, il faut trouver des méthaniseurs qui sont locaux, il faut trouver des emplois. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il faut complètement décloisonner les approches au niveau territorial. C'est-à-dire qu'on voit émerger vous l'avez très bien dit, on voit émerger des nouvelles co-constructions. En fait, un méthaniseur qui sert à donner de l'énergie à toute une ville, c'est aussi du coproduit agricole. Et donc, ça intéresse aussi les agriculteurs. Donc, il n'y a plus d'un côté la ville et l'agriculture, il n'y a plus d'un côté les urbains et les champêtres. Il y a à s'interroger tous ensemble sur qu'est-ce qu'on fait de ce territoire qu'on partage et comment on gère nos besoins au mieux et tous ensemble. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant. On m'avait demandé de rappeler les 3 crises, mais je pense que tout le monde a bien en tête quand même les crises qui s'imposent à nous aujourd'hui. C'est les crises climatiques, mais c'est aussi les crises de biodiversité et aussi de ressources. Et que finalement, on a 3 effets au même moment avec des effets combinés qui sont catastrophiques. Donc l'intérêt d'avoir cette approche qui est complètement transversale et partagée, c'est aussi une nouvelle façon d'installer de nouvelles solidarités.
Alors après, pour ce qui concerne plus effectivement le bâtiment, les besoins en construction, très clairement, il faut construire, mais aussi construire différemment, donc avec des techniques différentes. Et l'ARE 2020 qui fait couler beaucoup d'encre est une première marche, mais je pense qu'il y a des moyens d'avoir des bâtiments qui sont beaucoup plus sobres et beaucoup plus low-tech, bien au-delà de l'ARE 2020. Donc ça, c'est une première thématique. Mais nous, on met l'accent aussi sur tout ce qui est rénovation, réhabilitation, réparation de la ville. Christine Lecomte a écrit un bouquin titré Réparons la ville, justement sur cette question aussi de interrogeons le territoire qui est déjà là, déjà transformé, le territoire urbain qui existe, pour le rénover, résorber les friches peut-être plutôt que d'être en extension urbaine, intensifier plutôt que d'avoir des entrées de ville, peut-être intensifier l'usage des centres commerciaux et avoir plusieurs usages dans tous ces éléments. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de faire la ville. Et de la même façon que vous disiez que finalement l'énergie accessible et abordable a amené beaucoup de facilité dans les choses, moi j'ai un peu envie de dire la ville facile, c'est fini. La ville facile, maintenant on est dans une ville de la stratégie de territoire. Et cette stratégie de territoire, elle doit d'un côté permettre aux élus de porter leurs projets politiques. Et on voit bien dans toute la façon dont vous abordez le fait que vous soyez un territoire de sobriété, c'est que c'est bien un projet politique que vous portez à tous les niveaux de votre action publique. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Et ça veut bien dire aussi que ça sous-tend des arbitrages entre des injonctions qu'on appelle contradictoires du fait de ces finitudes de ressources et de foncier. Mais pour pouvoir arbitrer entre plus de terres agricoles, plus de terres naturelles, plus de bâtis, et quel bâti et comment, il faut bien un projet politique derrière ça. Et donc c'est bien là aussi où on en appelle à une puissance publique forte et éclairée, consciente de ce rôle qu'elle a d'arbitrage. Et moi, je ne veux pas parler à la place d'un élu, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ces arbitrages sans les partager avec les concitoyens et avec le plus grand nombre. L'élu seul ne décide pas dans sa tour d'ivoire avec ses 3 conseils qu'on va faire ci ou qu'on va faire ça. Je pense qu'on est sur un projet beaucoup plus global qui fait intervenir tout le monde. Alors après, moi, je ne sais pas très bien comment ça se passe à Argentan, mais je pense que c'est aussi les gens qui sont aux affaires et leur opposition, parce que le projet, il ne dure pas un mandat électoral, il doit pouvoir passer le cap des 5 ans et supporter une alternative politique. Donc il a aussi besoin d'une reconnaissance de chacun. Et c'est ce qui fait toute sa richesse, son attrait. Enfin, nous, on est très heureux de pouvoir... En fait, finalement, ce dont on est très heureux, c'est que ça replace le projet et le projet du territoire au centre de toutes les décisions, là où il doit être. Et le projet, c'est effectivement la matière des architectes. Alors je crois que le Conseil national de l'ordre insiste aussi beaucoup sur le fait qu'un projet doit être basé sur un diagnostic éclairé. Peut-être vous allez pouvoir nous dire quelques mots sur ça. On évoquait à Argentan justement il y a 15 jours le fait que certes, les élus locaux ont un pouvoir réglementaire, ils bénéficient de foncier public, etc. Mais sur un territoire, en moyenne, 80% du foncier est privé. Et la collectivité n'a même pas la donnée sur l'état du bâti, sa capacité à être transformé, etc., etc. Et finalement, les leviers d'action de la collectivité toute seule dans le cadre de ses compétences sur son territoire, c'est pas grand-chose par rapport à la masse de ce qu'il faudrait faire. Donc ça plaide pour ce que vous disiez, travailler avec les habitants, parce qu'il va falloir des incitations qui permettent, je sais pas, par exemple, de proposer à des habitants de débitumer une cour pour faire un jardin de pluie, de mettre, d'accepter d'ouvrir un espace vert, etc., etc. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle des architectes dans ce diagnostic territorial ? Alors, effectivement, du coup, on ne porte pas de projet
le projet ne vient jamais de rien, donc le projet vient du territoire et donc on ne peut pas l'écrire si on n'a pas analysé le territoire, partagé ce diagnostic, partagé avec toutes les parties concernées là où sont les forces et là où sont les faiblesses et quels sont les points sur lesquels on peut agir chacun à son niveau. Donc ça, c'est fondamental. Et une fois que ce diagnostic a été fait, finalement, il permet déjà, de partager tous ensemble quelle est la vision du territoire, donc comment chacun voit, parce qu'effectivement, je pense que la vision de l'élu n'est pas la vision de l'habitant, et peut-être que l'élu se nourrit de la vision de son administré, mais en même temps, faire partager et participer les habitants au projet de leur territoire et de leur ville, c'est aussi leur redonner une parole sur comment ils veulent user enfin, vous parliez de réunir 2 écoles, ça veut dire aussi peut-être en déplacer une, donc des parcours différents pour les familles, des sujets différents pour les maîtresses. Donc ça aussi, ça se fait tous ensemble. Donc là aussi, il y a besoin d'un diagnostic pour partager tous ces sujets-là. Mais là où moi je voudrais insister, c'est que pour nous, finalement, le diagnostic est le support de la stratégie, et la stratégie, c'est juste la spatialisation du projet politique des élus. Donc, il faut bien voir que finalement, on ne fait pas un diagnostic pour un diagnostic, on fait un diagnostic pour élaborer une stratégie et pour se dire tous ensemble comment on partage ce projet politique de comment on veut faire avancer notre territoire. Et là, effectivement, les architectes sont au cœur, mais avec d'autres, je pense avec les paysagistes aussi, avec les urbanistes, les architectes sont au cœur de l'écriture du récit du territoire et de la mise en valeur des forces du patrimoine bâti, du patrimoine immobilier global, mais aussi de la géographie, mais aussi de ce travail dont on parlait avec les agriculteurs et des possibilités de trouver des nouveaux partenariats. Le projet, en fait, quand je parlais de projet tout à l'heure, justement, le projet, il a pour vocation à agglomérer cette volonté de changement, en fait. Alors ce récit de territoire, on voit qu'à Argentan, et peut-être pour refaire le lien avec la résilience, vous travaillez aussi beaucoup dans le cadre de votre plan d'aménagement développement durable, donc préalable à l'élaboration du futur PLU intercommunal et habitat aussi, je crois. Vous avez évoqué le fait que votre terre était une terre à énergie positive bientôt, mais aussi une terre nourricière. Vous êtes très engagé dans un plan d'alimentation territoriale. Vous avez cette idée d'arriver le plus possible à renforcer les cultures vivrières. Vous parliez même d'arriver à faire évoluer des cultures agricoles, de voir comment changer des destinations de pratiques culturales, etc. Est-ce que tout ça, dans une logique de résilience face quand même à un avenir incertain, pour être soft, est-ce que vous pensez que c'est un critère d'attractivité de votre territoire, là où jusqu'ici l'attractivité répondait à bien d'autres critères ? Je me permets de solliciter juste votre brièveté, effectivement, sur ces éléments pour qu'on ait encore un peu de temps pour les questions du public. Je pense qu'en effet, c'est un outil d'attractivité territoriale parce que c'est une mise en dynamique. Ça doit être une mise en dynamique de l'ensemble de la population qui est là, qui est présente, mais, et c'est aussi un des enjeux de faire savoir et de faire connaître ce qui se fait sur notre territoire, c'est aussi un outil d'attractivité territoriale, et on le fait, y compris dans la préparation de notre PLUIH, donc plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, avec y compris sans doute une intégration, par exemple, du petit habitat, tiny house et autres, qui nous permettent de pouvoir aussi attirer sur notre territoire des populations qui ont vocation à y venir, y compris pour y travailler, mais qui ne savaient pas forcément qu'on aurait ça sur le territoire. Donc on est en train de continuer, parce qu'en fait, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais c'est une avancée permanente. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, voilà, bon, ça y est, on a rempli les cases, donc on s'arrête là, puis rendez-vous la prochaine fois. Non, c'est une avancée permanente. C'est-à-dire, moi, j'ai la chance d'avoir des bons services, très efficaces, et ils me sortent des notes très fréquentes pour me dire, voilà, on pourrait aller vers ça, on pourrait aller vers ça, on pourrait aller vers ça. Là, la prochaine, alors là, pour le coup, c'est moi qui l'aurais demandé, c'est sur la sobriété par rapport à l'eau. Et là, il y a tout un travail à mener et à partager avec la population. C'est-à-dire qu'il faut que la collectivité ait un rôle d'exemplarité,
et pour que ça puisse être partagé par la population. C'est en tout cas tout le travail qu'on mène, et le partenariat qu'on a, y compris avec les entreprises, c'est un partenariat éminemment important, parce que dans les entreprises, il y a non seulement les chefs d'entreprise, mais il y a aussi beaucoup les salariés, et les salariés, en général, ils sont habitants de notre territoire. Baptiste, on passe aux questions ou encore un mot? Allez-y pour les questions. Merci déjà pour tous ces échanges fructueux, et à l'exemple d'Argentan, et puis de toutes ces problématiques que traite l'ADEME et puis les architectes. Il est 14h et des poussières, 14h44. Pourriez-vous peut-être me faire signe si des questions vous sont venues à l'esprit durant la conférence? Je vois monsieur, madame, on va peut-être effectivement tout faire ensemble également. Bonjour. Ça fonctionne? Oui, super. Bonjour. Excusez-moi, je me présente, Selim Zoui, je suis architecte. J'avais une question en fait par rapport, en gros, je comprends bien l'enjeu public et comment vous mettez en place des solutions en tant que public par rapport du coup à la sobriété. Et j'avais une question sur en fait comment inciter le privé dans la construction pour en dehors des PLU et autres, hein, parce que souvent il y a toujours des moyens, on va dire, un peu de contourner les règles par rapport à ça. Et voilà, comment on pouvait aller plus loin pour inciter aussi donc, le privé pour la sobriété. Voilà, merci. Juste un point technique que nous, on porte dans nos collectivités. On a des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, les OPA. Nous, l'OPA, on l'a fait porter non pas sur le ravalement de façade, un peu évidemment, bien entendu, mais surtout sur le volet énergétique, c'est-à-dire comment améliorer la qualité énergétique des bâtiments, y compris en cœur de ville, mais aussi sur l'ensemble du territoire, y compris dans des communes très rurales, et où comment on réinvestit sur l'existant, c'est-à-dire qu'on reconstruit de la ville sur la ville, ou on transforme de la ville sur de la ville, et pas on va faire de la zone pavillonnaire en plein milieu de la pampa. Parce que ça, c'est pas forcément une vraie logique et une vraie stratégie de développement. C'est là aussi où on voit tout l'enjeu du projet politique et stratégique. C'est que finalement, une collectivité, elle est libre d'apporter des soutiens et des financements aux endroits où elle veut, en plus d'aide de l'État et de dispositifs nationaux. Donc c'est aussi une façon, le projet politique, c'est aussi orienter les budgets vers les sujets qu'on souhaite aborder et traiter. Et quand on parle aussi de diagnostic et de projet politique partagé, c'est bien l'exemplarité de la collectivité qui peut amener aussi les particuliers à s'interroger sur leurs propres usages et à être accompagnés vers un projet personnel. On va prendre 2 questions terminées sur cela. Une ici. Je vous demanderai vraiment encore une fois de la concision. Merci. Merci beaucoup. Une question très courte. Quelle est la place du numérique dans les stratégies actuelles de ville durable ? On répondra aux 3 à la fois, c'est ça? C'est 2 ou 3 questions. Une question, la région n'a pas été présente dans vos discours. Est-ce qu'il y a quelque chose avec la région? Est-ce que c'est important ou pas? Et puis, une remarque ou 2 remarques sémantiques. Vous avez le droit de dire que c'est juste des débats sémantiques et on s'en fiche. Hein. Premièrement, vous incitez sur durable. Certains font la distinction entre durable et soutenable. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Deuxièmement, il y a plusieurs définitions sur la table de décroissance, mais ce qui ici a été décrit comme sobriété correspond presque exactement à ce que certains, comme Timothée Paric ou Éloi Laurent, appellent décroissance, au sens où on s'en fiche de savoir si le PIB augmente ou pas. Peut-être qu'il augmentera, mais la démarche est quand même décroissante. À partir du moment où on fait décroître les secteurs qu'on veut faire décroître, et à partir du moment où on ne considère pas le PIB comme une fin en soi. Donc une question sur la place du numérique, des questions sémantiques sur soutenable, durable et sur sobriété et décroissance. Et la question de M. Yannick initiale sur la région. Alors, tu parleras de la région peut-être. Tu commences sur décroissance et tout ça. Oui, alors sur décroissance, alors nous justement pour pas rentrer dans ces débats, on pense qu'il vaut mieux éviter le mot, juste. C'est que finalement, c'est pas la question. Nous on parle plutôt de prospérité d'ailleurs plutôt que de croissance. Et donc pour pas créer de confusion, sortons de ce débat et développons les activités de la sobriété.
Et ça créera des emplois, et le PIB, oui, éventuellement, ça l'augmente, et c'est ce qu'on mesure. Et en fait, nous, on pousse aussi pour développer toute une macroéconomie de la sobriété, et on se rend compte qu'aujourd'hui, les modèles ne sont pas adaptés, parce qu'on ne s'est pas posé les questions de cette façon-là pour l'instant. Donc là, on a un gros chantier devant nous, et peut-être sur le numérique, nous, dans nos scénarios, donc comme je l'ai dit, il y a des scénarios qui vont soit du low-tech au très high-tech, donc il y a des scénarios qui font un usage très conséquent du numérique, où tous les bâtiments sont instrumentés, il y a de la domotique pour optimiser en permanence les consommations d'énergie. Alors voilà, c'est un chemin possible qui a d'autres, qui peut avoir certains inconvénients. Et sur la région, Sur la région, on aurait pu y ajouter le département d'ailleurs. C'est les collectivités, la vraie logique, la vraie stratégie, elle doit à la fois se décliner avec des documents qui eux-mêmes sont des documents stratégiques. Je pense au SRADET sur les régions. Donc il y a une déclinaison qu'on retrouve dans nos SCOT, dans nos PLUI, etc., etc. Mais sur la région en elle-même... Alors, la compétence économique est en effet plutôt à la région, même si le département garde toujours, enfin en tout cas chez moi, garde toujours une part. Mais la difficulté, c'est la mise en adéquation entre la volonté politique de territoire qu'on peut avoir et la volonté politique régionale du territoire. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avancer à la même vitesse. La difficulté, c'est que, je le dis comme ça, voilà, c'est lié à la Normandie peut-être, mais il y en a d'autres. J'ai l'impression qu'on va plus vite. Oui, alors moi je pense que aussi la question sur le numérique, il faut peut-être en distinguer deux, c'est-à-dire qu'il y a du numérique qui est attaché aux bâtiments connectés et tout ça, qui est une chose. Je pense aussi qu'il y a un autre aspect du numérique qui est celui du télétravail et qui permet aussi de re-questionner complètement tous les déplacements, tout l'aménagement du territoire et les mobilités de chacun et sa relation au travail. Et c'est peut-être pas exactement les mêmes réponses, les mêmes enjeux, les mêmes atouts. Moi, j'ai un petit peu envie de faire cette distinction. Et je reprends totalement sur la question sémantique. En fait, on n'en est plus à parler de sémantique, là. On est à faire face à une urgence. On a bien vu l'été qu'on a passé et il faut agir. Et si le moteur de l'action, c'est de passer le discours sur la sémantique, eh ben, passons le discours sur la sémantique. Enfin, c'est mon avis. Pour conclure, sur le numérique, donc, notre association France Ville Durable a animé un groupe de travail pendant 1 an qui va bientôt délivrer un livrable qu'on a intitulé Le numérique sobre et responsable pour les villes durables. Si on a utilisé ces 2 qualificatifs, c'est pas pour rien. C'est qu'on sort quand même d'une période de 10 à 15 ans où on a considéré le numérique comme un objectif avant de le considérer comme un outil. Si on le remet à sa place, le numérique peut être très utile pour la ville durable. Encore faut-il calculer, comme on le fait pour les bâtiments, son analyse de cycle de vie, incluant les terres et matériaux rares, incluant la consommation supplémentaire d'énergie et de ressources, etc. Dès lors qu'on a ces garde-fous, le numérique peut être très utile à la ville durable sur des endroits donnés. Et pour conclure, puisque le mot prospérité a été évoqué, je voudrais peut-être vous laisser avec cette réflexion de Dominique Méda, une sociologue qui a beaucoup travaillé sur les rapports entre transformation écologique, sobriété, emploi, travail, etc. et qui interroge la double définition de la prospérité. Quand on regarde dans le dictionnaire, prospérité a 2 définitions. La première, celle qu'on connaît aujourd'hui, celle qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, l'abondance et l'accumulation de biens matériels. Bon, c'est ce qui pose problème aujourd'hui par rapport à tous ces enjeux de l'Anthropocène. Mais il y a une deuxième définition qui est, pour une personne, une entreprise ou un territoire, la bonne santé, le juste équilibre. Et ça pourrait être une façon d'essayer de repenser nos trajectoires de développement, l'équilibre plutôt que le grossissement, le développement et la croissance peut-être être un leitmotiv qui nous permette de répondre aux enjeux. Merci beaucoup de votre attention et vous pouvez applaudir nos intervenants. Merci, monsieur Sébastien Merle, d'avoir animé cette table ronde autour